Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous passons maintenant au champ électromagnétique. On peut considérer ça comme une introduction au sujet. Un cours d'électrodynamique classique, c'est facilement une brique épaisse comme ça. Ici nous verrons juste le principal, les bases, ce dont nous avons besoin pour la suite. Alors on cherche à obtenir une formulation lagrangienne de l'électromagnétisme. Donc nous allons partir des équations de Maxwell. Alors ici, dans le vide et en présence de source, c'est-à-dire charge et courant. Nous utilisons les unités de Heaviside dans lesquelles la force coulombienne prend la forme du produit des charges divisé par 4 pi r carré. Et le champ électrique est noté E, le champ magnétique B, la densité de charge électrique c'est ρ, et la densité de courant électrique est J. Les équations s'écrivent alors A, divergence de E égale ρ. B, divergence de B égale 0. C, le rotationnel de B moins dE sur dt égale J. Donc la variation de E avec le temps égale J. Et enfin, D, le rotationnel de E plus dB sur dt égale 0. Pour la divergence et le rotationnel, éventuellement, reportez-vous, par exemple, à Wikipédia. Ce n'est pas des notations très difficiles, ce sont des dérivés sur des champs vectoriels. Enfin, on a une dernière équation qui est la conservation de la charge, d ρ sur dt, plus la divergence de J égale 0. Ça traduit simplement le fait que si on a une sphère, la quantité de courant qui rentre dans la sphère correspond à la variation de charge électrique à l'intérieur de la sphère. L'interprétation physique n'est pas très difficile, en particulier si on écrit toutes ces équations sous forme intégrale. Alors la première équation A donne la loi de Gauss, c'est-à-dire que l'intégrale sur une surface fermée quelconque, par exemple une sphère, du champ électrique donc intégrale E ds, un élément de surface, est égale à l'intégrale sur le volume correspondant de la densité de charge. C'est-à-dire que le flux de champ électrique à travers une surface fermée correspond à la quantité de charge électrique à l'intérieur de cette surface. Ensuite, la deuxième équation revient à dire que l'intégrale de surface de BDS égale 0. Donc tout le flux de champ magnétique à travers une surface fermée est égal à 0. Ça traduit le fait qu'il n'y a pas de charge magnétique, c'est-à-dire pas de monopôle magnétique. Tous les aimants se présentent sous forme de dipôles avec des lignes de champ magnétique qui rentrent et qui sortent. Et donc, dans toute surface fermée, il y a autant de flux magnétique qui sort que de flux magnétique qui rentre, le total donnant 0. Ensuite, le C se traduit par l'intégrale sur une surface pas nécessairement fermée ici, avec un certain contour C. L'intégrale le long de ce contour du champ magnétique est égale à l'intégrale sur cette surface
du courant plus dE sur dt fois ds, élément de surface. Ça traduit le fait qu'à travers une surface fermée, si on a un courant J qui circule, cela crée des lignes de champ magnétique circulaires ou une variation du champ électrique à travers cette surface, appelée aussi courant de déplacement de Maxwell. Et enfin, la dernière, D, s'écrit moins l'intégrale sur le contour du champ électrique dx égale l'intégrale sur la surface de dB sur dt ds. À nouveau, ici, pas d'équivalent de courant magnétique, il n'y a pas de monopôle magnétique, donc pas de courant magnétique, et le flux de variation de champ magnétique à travers une surface ferme, à travers une surface, donne sur le pourtour des lignes de champ électrique. C'est la loi d'induction de Faraday, ou de Maxwell-Faraday. Donc l'interprétation physique est assez simple. Notons qu'ils ont mis du temps, les physiciens, pour trouver ça. Il a d'abord fallu étudier les lois de l'électricité, les lois du magnétisme. En plus, il y avait énormément de situations. Ici, on présente un cas simple, le champ électromagnétique dans le vide, mais les physiciens travaillent avec des objets, pas avec du vide. Donc ils étudiaient les propriétés des matériaux, et Faraday a presque bouclé la boucle en découvrant toute une série de phénomènes, dont la loi d'induction. Et c'est Maxwell qui a alors repris les travaux de Faraday. Faraday qui ne connaissait rien en mathématiques, c'était un expérimentateur de génie, mais pas un mathématicien. Maxwell a mis tout ça en équation. Pour être honnête, ce n'étaient pas ces équations-là, elles étaient beaucoup plus compliquées. Et c'est Heaviside qui a, en quelque sorte, nettoyé pour garder l'essentiel, en montrant que les équations pouvaient s'écrire de manière beaucoup plus simple et avec des interprétations assez simples. Et cela a pris plus d'un siècle. Pour la suite, nous aurons besoin d'une formulation relativiste. Il se fait que les équations de Maxwell sont relativistes. Elles sont relativistes avant l'heure, on dit, puisque la relativité n'était pas encore née. Et c'est à partir de l'électromagnétisme que Lorentz et puis Einstein ont découvert la relativité. Donc on va passer à des notations quadrivectorielles. Donc on écrit x mu comme le quadrivecteur avec le temps t et le vecteur position x, et le courant J mu donné par la densité de charge et le vecteur courant traditionnel J. On a introduit aussi le tenseur électromagnétique qui s'écrit F mu nu, donc un tenseur à deux composantes, égale moins F nu mu, c'est-à-dire que c'est un tenseur antisymétrique qui s'écrit en composantes 0, moins E1, moins E2, moins E3, où E1, E2, E3 sont bien sûr les composantes du vecteur champ électrique. E1, le négatif, puisque c'est un tenseur antisymétrique, 0, moins B3, B2, E2, B3, 0, moins B1, si je ne me trompe, c'est bon, E3, moins B2, B1 et 0. On a introduit aussi, on le retrouve partout en relativité, alors d'abord, les dérivés, la dérivée par rapport à x mu est abrégée en d mu, ça nous l'avions déjà vu précédemment, et on introduit aussi le tenseur totalement antisymétrique de Lévi-Civita, epsilon mu nu rho sigma, qui est égal à 1 si les indices sont 1, 2, 3, 4,
ou une permutation, ou 0, 1, 2, 3, hein, si on prend 0 pour le temps, 0, 1, 2, 3, ou une permutation paire de ces indices, qui est égale à moins 1 pour toute permutation impaire, et pour les autres cas, ça veut dire quand deux indices sont égaux, qui est égal à 0. On définit alors le tenseur dual, F tilde mu nu, tenseur électromagnétique dual, qui est donné par 1 demi epsilon mu nu rho sigma F rho sigma. On fait bien sûr la somme sur les indices répétés, qui est la convention d'Einstein. Et en composante, on retrouve le même, sauf que le champ E est remplacé par le champ B, et le champ B est remplacé par le champ moins E, ce qui montre cette dualité entre le champ électrique et le champ magnétique. Alors, je ne vais pas faire le détail des calculs ici, mais on peut calculer des transformations de Lorentz et vérifier que J se transforme bien comme un quadrivecteur, ce que j'ai supposé en le mettant sous cette forme, que le tenseur électromagnétique et le tenseur dual se transforment bien comme des tenseurs électromagnétiques. On peut alors aussi calculer les formes de E et de B sous une transformation de Lorentz. Je ne l'écris pas ici, c'est une notation assez lourde et pas très utile. Des formes assez lourdes, des équations assez lourdes et pas très utiles. L'important est surtout de le savoir. On peut aussi déterminer des invariants, par exemple F mu nu fois F mu nu, donc contravariant covariant, le produit, la somme sur les indices, est égal à moins 2 fois E carré moins B carré, qui est un invariant relativiste. On peut aussi faire F mu nu fois F tilde mu nu, donc fois le tenseur dual, somme sur les indices, et ça donne moins 4E fois B, qui est aussi un invariant relativiste. Alors, avec ces notations, alors je vous laisse vérifier le détail. Pour le vérifier, il suffit de prendre les équations quadrivecteurs et tenseurs et de remplacer par les composants pour retrouver les équations d'origine. Ça prend une forme beaucoup plus compacte. D mu F mu nu égale J nu, forme vraiment très simple, et D mu F tilde mu nu égale 0. Sous cette forme, les équations de Maxwell sont vraiment très simples. Et ça équivaut à ça. Il suffit de remplacer les composantes pour le retrouver. Ça montre aussi que les équations de Maxwell sont bien des équations relativistes, puisque F mu nu, F tilde mu nu, on vérifie qu'ils se comportent bien comme des tenseurs et des quadrivecteurs relativistes. Et l'équation de conservation prend également une forme très simple, D mu J mu égale 0. Là, la vérification est beaucoup plus facile. Ensuite, on doit passer à Lagrange. Pour ça, on a besoin déjà d'identifier les variables dynamiques. Alors, on aimerait bien prendre le champ électrique et le champ magnétique, qui dépendent de la position, donc une infinité continue de variables, et d'utiliser donc le formalisme continu. Mais, malheureusement, dans les équations, ici ou ici, on n'a que des dérivées premières par rapport au temps, alors que les équations de Lagrange sont des équations du second ordre. Donc, là, on a un souci. En fait, le champ électrique et le champ magnétique ne sont pas réellement indépendants l'un de l'autre. On a trop de variables, en fait. Et donc, il faut trouver une astuce. Alors, une astuce, c'est de passer au second ordre. Donc, avoir des dérivées secondes par rapport au temps. Et pour ça, le truc, c'est de passer au potentiel. Le potentiel électromagnétique. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.